Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Un nouvel épisode de l'émission Écho dans la nuit. Après une courte interruption d'une semaine à l'occasion des vacances de Pâques, Benoît Amuche au micro. Et je vais commencer cette émission par une citation de Joan Miró sur la poésie, que je trouve intéressante, et qui va comme suit. J'ai composé à partir d'une couche de carton et d'une cuillère, fondue en un bronze et unie dans un ensemble qui constitue un objet sculpté mesurant l'intensité du vent. Au cœur de la poésie, au cœur de la joie, joie de découvrir ce que j'ai fait après l'avoir fait. Et je vais enchaîner avec un poème de Charles Baudelaire intitulé « La voix ». Mon berceau s'adossait à la bibliothèque. Babel sombre, où romans, science, fabliaux, tout, la cendre latine et la poussière grecque se mêlaient. J'étais haut comme un in-folio. Deux voix me parlaient. L'une, insidieuse et ferme, disait « La terre est un gâteau plein de douceur. » Je puis, et ton plaisir serait alors sans terme, te faire un appétit d'une égale grosseur. Et l'autre, viens, oh viens voyager dans les rêves, au-delà du possible, au-delà du connu. Et celle-là chantait comme le vent des grèves, fantôme vagissant on ne sait d'où venu, qui caresse l'oreille et cependant l'effraie. Je te répondis, oui, douce voix. C'est alors que date ce qu'on peut, hélas, nommer ma plaie et ma fatalité. Derrière les décors de l'existence immense ou plus noir de l'abîme, je vois distinctement des mondes singuliers. Et de ma clairvoyance, extatique victime, je traîne des serpents qui mordent mes souliers. Et c'est depuis ce temps que, pareil au prophète, j'aime si tendrement le désert et la mer, que je ris dans les deuils et pleure dans les fêtes, et trouve un goût suave au vin le plus amer, et que je prends très souvent les faits pour des mensonges, et que les yeux au ciel je tombe dans les trous. Mais la voix me console et me dit, garde tes songes, les sages n'en ont pas d'aussi beau que les fous. Je vais maintenant lire un extrait de L'Espoir, dont l'entête dans le bouquin dans lequel je lis me dit la chose suivante. Rédigé en plein cœur de la guerre civile espagnole, L'Espoir illustre la manière dont Malraux conçoit l'écriture. Elle est une défense de valeurs universelles comme la fraternité, l'action et l'espérance. Sous les yeux de Chade,
journaliste américain. Les républicains espagnols subissent les bombardements des troupes du général Franco dans Madrid assiégée. Donc, un extrait de L'Espoir d'André Malraux, écrit en 1937. Le soir sans soleil couchant, et sans autre vie que celle du feu, comme si Madrid eût été portée par une planète morte, faisait de cette fin de journée un retour aux éléments. Tout ce qui était humain disparaissait dans la brume de novembre, crevé d'obus et roussi de flammes. Une gerbe flamboyante fit éclater un petit toit dont Shade s'étonnait qu'il eût pu la cacher. Les flammes, au lieu de monter, descendirent le long de la maison qu'elles brûlèrent en remontant jusqu'au faîte. Comme un feu d'artifice bien ordonné. À la fin de l'incendie, des tourbillons d'étincelles traversèrent la brume. Un vol de flamèches obligea les journalistes à se baisser. Quand l'incendie rejoignait les maisons déjà brûlées, il les éclairait par derrière, fantomatiques, funèbres, et demeurait longtemps à rôder derrière leurs lignes de ruines. Un crépuscule sinistre se levait sur l'âge du feu. Les 3 plus grands hôpitaux brûlaient. L'hôtel Savoie brûlait. Des églises brûlaient. Des musées brûlaient. La Bibliothèque nationale brûlait. Le ministère de l'Intérieur brûlait. Une halle brûlait. Les petits marchés de planches flambaient. Les maisons s'écroulaient dans les envolées d'étincelles. 2 quartiers striés, de longs murs noirs, rougeoyaient comme des grilles sur les braises. Avec une solennelle lenteur, mais avec la rageuse ténacité du feu, par la Tocha, par la rue de Léon, tout cela avançait vers le centre, vers la Puerta del Sol qui brûlait aussi. C'est le premier jour, pensa Shade. Les volées d'obus tombaient maintenant plus à gauche, et du fond de la grande via que Shade surplombait et voyait mal, commençait à monter, couvrant parfois la cloche des ambulances qui descendaient sans arrêt la rue, un son de litanie barbare. Shade écoutait de toute son attention ce son venu de très loin dans le temps, sauvagement accordé au monde du feu. Il semblait qu'après une phrase périodiquement prononcée, la rue entière, en matière de réponse, imita le battement des tambours funèbres. Dong, dong, dong. Enfin, Shade, plus qu'il ne comprit, devina, car il avait entendu le même rythme un mois plus tôt, en réponse à une phrase qu'il n'entendait pas. Le bruit de tambour humain scandait « No Parazan ». Shade avait vu la Passionaria noire, austère, veuve de tous les tués, les Asturies, conduire dans une procession grave et farouche, sous des banderoles rouges qui portaient sa phrase fameuse. Il vaut mieux être la veuve d'un héros que la femme d'un lâche. 20 000 femmes qui, en réponse à une autre longue phrase indistincte, scandaient le même No Parazan. Il en avait été moins ému que cette foule bien moins nombreuse mais invisible, dont l'acharnement dans le courage montait vers lui à travers la fumée des incendies.
L'Hégire par William Butler Yeats. Extrait du recueil Dernier poème. L'Hégire, l'Hégire, vieux visage de roc, regarde devant toi. Les pensées trop longtemps ressassées, impossible de les agiter encore. Car la beauté meurt à force de beauté, la valeur à force de valeur, et les traits des visages anciens sont effacés. Des fleuves de sang irrationnel souillent la terre. Empédocle a jeté la confusion en toutes choses. Hector n'est plus. Cette lueur-là, c'est Troie. Cette lueur là-bas, c'est Troie. Nous, spectateurs, nous ne pouvons que rire, saisis de joie tragique. Qu'importe, si le cauchemar fauteur d'épouvante mène la course, si le sang et la boue souillent le corps délicat, qu'importe. Point de soupir, retenez vos larmes, un âge plus noble et plus gracieux s'en est allé. Après les formes peintes, ou les boîtes remplies de phares des tombes anciennes, j'ai soupiré, mais plus maintenant. Qu'importe, une voix sort de la caverne qui ne sait dire que ces mots. Réjouis-toi. L'ouvrage et les mœurs s'avilissent aussi les âmes, mais qu'importe. Ceux que chérit le visage de roc, hommes épris de chevaux et de femmes, un jour du marbre d'un sépulcre fracassé, ou de l'obscurité, entre le putois et la chouette, ou d'un néant riche et obscur, exhumeront l'ouvrier, le noble, le saint, et toutes ces choses prendront de nouveau le chemin de cette gire désuète. Véra. Nouvelle écrite par Villiers de l'Isle-Adam, extraite du recueil Contes cruels, dédié à Madame la Comtesse d'Osmoy,
Citation d'entrée, la forme du corps lui est plus essentielle que sa substance. Signé La physiologie moderne. L'amour est plus fort que la mort, a dit Salomon. Oui, son mystérieux pouvoir est illimité. C'était à la tombée d'un soir d'automne, en ces dernières années à Paris, vers le sombre faubourg Saint-Germain, des voitures allumées déjà roulaient, attardées, après l'heure du bois. L'une d'elles s'arrêta devant le portail d'un vaste hôtel seigneurial, entouré de jardins séculaires. Le cintre était surmonté de l'écusson de pierre, aux armes de l'antique famille des comtes d'Atholl, savoir, d'azur à l'étoile abîmée d'argent, avec la devise Pallida Victrix, sous la couronne retroussée d'hermine au bonnet princier. Les lourds battants s'écartèrent. Un homme de 30 à 35 ans, en deuil, au visage mortellement pâle, descendit. Sur le perron, de taciturnes serviteurs élevaient des flambeaux sans les voir. Il gravit les marches et entra. C'était le comte d'Atholl. Chancelant, il monta les blancs escaliers qui conduisaient à cette chambre où, le matin même, il avait couché dans un cercueil de velours et enveloppé de violettes, en des flots de batiste, sa dame de volupté, sa pâlissante épousée, Véra, son désespoir. En haut, la douce porte tourna sur le tapis. Il souleva la tenture. Tous les objets étaient à la place où la comtesse les avait laissés la veille. La mort, subite, avait foudroyé. La nuit dernière, sa bien-aimée s'était évanouie en des joies si profondes, s'était perdue en de si exquises étreintes que son cœur, brisé de délices, avait défailli. Ses lèvres s'étaient brusquement mouillées d'une pourpre mortelle. À peine avait-elle eu le temps de donner à son époux un baiser d'adieu en souriant, sans une parole. Puis ses longs cils, comme des voiles de deuil, s'étaient abaissés sur la belle nuit de ses yeux. La journée sans nom était passée. Vers midi, le comte d'Atholl, après l'affreuse cérémonie du caveau familial, avait congédié au cimetière la noire escorte. Puis se renfermant seul avec l'enseveli entre les 4 murs de marbre, il avait tiré sur lui la porte de fer du mausolée. De l'encens brûlait sur un trépied devant le cercueil. Une couronne lumineuse de lampes au chevet de la jeune défunte l'étoilait. Lui, debout, songeur, avec l'unique sentiment d'une tendresse sans espérance, était demeuré là tout le jour. Sur les 6 heures, au crépuscule, il était sorti du lieu sacré. En refermant le sépulcre, il avait arraché de la serrure la clé d'argent, et se haussant sur la dernière marche du seuil, il l'avait jetée doucement dans l'intérieur du tombeau. Il l'avait lancée sur les dalles intérieures par le trèfle qui surmontait le portail. Pourquoi ceci ? À coup sûr, d'après quelques résolutions mystérieuses de ne plus revenir. Et maintenant, il revoyait la chambre veuve. La croisée, sous les vastes draperies de cachemire mauve brochée d'or, était ouverte. Un dernier rayon du soir illuminait, dans un cadre de bois ancien, le grand portrait de la trépassée. Le comte regarda autour de lui
la robe jetée la veille sur un fauteuil, sur la cheminée, les bijoux, le collier de perles, l'éventail à demi fermé, les lourds flacons de parfum qu'elle ne respirerait plus. Sur le lit d'ébène, aux colonnes tordues, resté défait, auprès de l'oreiller où la place de la tête adorée et divine était visible encore au milieu des dentelles, il aperçut le mouchoir rougi de gouttes de sang où sa jeune âme avait battu de l'aile un instant. Le piano ouvert, supportant une mélodie inachevée à jamais, les fleurs indiennes cueillies par elle dans la serre et qui se mouraient dans de vieux vases de Saxe. Et, au pied du lit, sur une fourrure noire, les petites mules de velours oriental, sur lesquelles une devise rieuse de Véra brillait, brodée en perles. Qui verra, Véra l'aimera. Les pieds nus de la bien-aimée y jouaient hier matin, baisés à chaque pas par le duvet des cygnes. Et là, dans l'ombre, la pendule dont il avait brisé le ressort pour qu'elle ne sonnât plus d'autres heures. Ainsi il était parti. Où donc? Vivre maintenant? Pourquoi faire? C'était impossible, absurde. Et le comte s'abîmait en des pensées inconnues. Il songeait à toute l'existence passée. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce mariage. N'était-ce pas à l'étranger, au bal d'une ambassade, qu'il l'avait vue pour la première fois? Oui, cet instant ressuscitait devant ses yeux très distincts. Elle lui apparaissait là radieuse. Ce soir-là, leurs regards s'étaient rencontrés. Ils s'étaient reconnus intimement de pareille nature et devant s'aimer à jamais. Les propos décevants, les sourires qui observent, les insinuations, toutes les difficultés que suscite le monde pour retarder l'inévitable félicité de ceux qui s'appartiennent, s'étaient évanouis devant la tranquille certitude qu'ils eurent, à l'instant même, l'un de l'autre. Véra, lassée des fadeurs cérémonieuses de son entourage, était venue vers lui dès la première circonstance contrariante, simplifiant ainsi d'auguste façon les démarches banales où se perd le temps précieux de la vie. Oh, comme, aux premières paroles, les vaines appréciations des indifférents à leur égard leur semblèrent une volée d'oiseaux de nuit rentrant dans les ténèbres. Quels sourires ils échangèrent, quel ineffable embrassement. Cependant, leur nature était des plus étranges en vérité. C'étaient 2 êtres doués de sens merveilleux, mais exclusivement terrestres. Les sensations se prolongeaient en eux avec une intensité inquiétante. Ils s'y oubliaient eux-mêmes à force de les éprouver. Par contre, certaines idées, celles de l'âme par exemple, de l'infini et de Dieu même, étaient comme voilées à leur entendement. La foi d'un grand nombre de vivants aux choses surnaturelles n'était pour eux qu'un sujet de vagues étonnements. Lettre close, dont il ne se préoccupait pas, n'ayant pas qualité pour condamner ou justifier. Aussi, reconnaissant bien que le monde leur était étranger, ils s'étaient isolés, aussitôt leur union, dans ce vieux et sombre hôtel, où l'épaisseur des jardins amortissait les bruits du dehors. Là, les 2 amants s'ensevelirent dans l'océan de ces joies languides et perverses où l'esprit se mêle à la chair mystérieuse. Ils épuisèrent la violence des désirs,
les frémissements et les tendresses éperdues. Ils devinrent le battement de l'être l'un de l'autre. En eux, l'esprit pénétrait si bien le corps que leur forme leur semblait intellectuelle et que les baisers, mailles brûlantes, les enchaînaient dans une fusion idéale. Long éblouissement. Tout à coup, le charme se rompait. L'accident terrible les désunissait. Leurs bras s'étaient désenlacés. Quelle ombre lui avait pris sa chair morte? Morte? Non. Est-ce que l'âme des violoncelles est emportée dans le cri d'une corde qui se brise? Les heures passèrent. Il regardait par la croisée la nuit qui s'avançait dans les cieux, et la nuit lui apparaissait personnelle. Elle lui semblait une reine marchant avec mélancolie dans l'exil et la grappe de diamants de sa tunique de deuil. Vénus, seule, brillait au-dessus des arbres, perdue au fond de l'azur. « C'est Véra !» pensa-t-il. À ce nom, prononcé tout bas, il tressaillit en homme qui s'éveille, puis se dressant regarda autour de lui. Les objets dans la chambre étaient maintenant éclairés par une lueur, jusqu'alors imprécise, celle d'une veilleuse, bleuissant les ténèbres, et que la nuit, montée au firmament, faisait apparaître ici comme une autre étoile. C'était la veilleuse, aux senteurs d'encens, d'un iconostase, reliquaire familial de Véra. Le triptyque d'un vieux bois précieux était suspendu par sa sparterie ruste entre la glace et le tableau. Un reflet des ors de l'intérieur tombait, vacillant, sur le collier, parmi les joyaux de la cheminée. Le plein nimbe de la Madone en habit de ciel brillait, rosacé de la croix byzantine, dont les fins et rouges linéaments, fondus dans le reflet, ombraient d'une teinte de sang l'Orient ainsi allumé de perles. Depuis l'enfance, Véra plaignait de ses grands yeux le visage maternel et si pur de l'héréditaire Madone et de sa nature, hélas. Ne pouvant lui consacrer qu'un superstitieux amour, ne lui offrait parfois naïve, pensivement, lorsqu'elle passait devant la veilleuse. Le comte, à cette vue, touché de rappels douloureux jusqu'au plus secret de l'âme, se dressa, souffla vite la lueur sainte, et à tâtons dans l'ombre, étendant la main vers une torsade, sonna. Un serviteur parut. C'était un vieillard vêtu de noir. Il tenait une lampe qu'il posa devant le portrait de la comtesse. Lorsqu'il se retourna, ce fut avec un frisson de superstitieuse terreur qu'il vit son maître debout et souriant comme si rien ne se fût passé. « Raymond, dit tranquillement le comte, ce soir, nous sommes accablés de fatigue, la comtesse et moi. Tu serviras le souper vers 10 heures. À propos, nous avons résolu de nous isoler davantage ici dès demain. Aucun de mes serviteurs, hors toi, ne doit passer la nuit dans l'hôtel. Tu leur remettras les gages de 3 années et qu'ils se retirent. Puis tu fermeras la barre du portail. Tu allumeras les flambeaux en bas, dans la salle à manger. Tu nous suffiras
nous ne recevrons personne à l'avenir. Le vieillard tremblait et le regardait attentivement. Le comte alluma un cigare et descendit au jardin. Le serviteur pensa d'abord que la douleur trop lourde, trop désespérée, avait égaré l'esprit de son maître. Il le connaissait depuis l'enfance. Il comprit à l'instant que le heurt d'un réveil trop soudain pouvait être fatal à ce somnambule. Son devoir d'abord était le respect d'un tel secret. Il baissa la tête, une complicité dévouée à ce religieux rêve, obéir, continuer de les servir sans tenir compte de la mort. Quelle étrange idée! Tiendrait-elle une nuit? Demain, hélas, qui savait, peut-être, projet sacré après tout, de quel droit réfléchissait-il? Il sortit de la chambre, exécuta les ordres à la lettre, et le soir même, l'insolite existence commença. Il s'agissait de créer un mirage terrible. La gêne des premiers jours s'effaça vite. Raymond, d'abord avec stupeur, puis par une sorte de déférence et de tendresse, s'était ingénié si bien à être naturel que 3 semaines ne s'étaient pas écoulées qu'il se sentit par moments presque dupe lui-même de sa bonne volonté. L'arrière-pensée pâlissait. Parfois, éprouvant une sorte de vertige, il eut besoin de se dire que la comtesse était positivement défunte. Il se prenait à ce jeu funèbre et oubliait à chaque instant la réalité. Bientôt, il lui fallut plus d'une réflexion pour se convaincre et se ressaisir. Il vit bien qu'il finirait par s'abandonner tout entier au magnétisme effrayant dont le comte pénétrait peu à peu l'atmosphère autour d'eux. Il avait peur, une peur indécise, douce. D'athol, en effet, vivait absolument dans l'inconscience de la mort de sa bien-aimée. Il ne pouvait que la trouver toujours présente, tant la forme de la jeune femme était mêlée à la sienne. Tantôt, sur un banc du jardin, les jours du soleil, il lisait à haute voix les poésies qu'elle aimait. Tantôt le soir auprès du feu, les 2 tasses de thé sur un guéridon, il causait avec l'illusion souriante assise à ses yeux sur l'autre fauteuil. Les jours, les nuits, les semaines s'envolèrent. Ni l'un ni l'autre ne savaient ce qu'ils accomplissaient. Et des phénomènes singuliers se passaient maintenant, où il devenait difficile de distinguer le point où l'imaginaire et le réel étaient identiques. Une présence flottait dans l'air. Une forme s'efforçait de transparaître, de se tramer sur l'espace devenu indéfinissable. D'athol vivait double, en illuminé. Un visage doux et pâle, entrevu comme l'éclair, entre 2 clins d'yeux. Un faible accord frappé au piano tout à coup. Un baiser qui lui fermait la bouche au moment où il allait parler. Des affinités de pensée féminines qui s'éveillaient en lui en réponse à ce qu'il disait. Un dédoublement de lui-même, tel qu'il sentait comment un brouillard fluide le parfum vertigineusement doux de sa bien-aimée auprès de lui, et la nuit, entre la veille et le sommeil, des paroles entendues très bas, tout l'avertissait. C'était une négation de la mort, élevée enfin à une puissance inconnue. Une fois, D'athol la sentit et la vit si bien auprès de lui qu'il la prit dans ses bras. Mais ce mouvement la dissipa. « Enfant » murmura-t-il en souriant.
et il se rendormit comme un amant boudé par sa maîtresse rieuse et ensommeillée. Le jour de sa fête, il plaça par plaisanterie une immortelle dans le bouquet qu'il jeta sur l'oreiller de Véra. « Puisqu'elle se croit morte, dit-il. » Grâce à la profonde et toute-puissante volonté de M. d'Athol, qui à force d'amour forgeait la vie et la présence de sa femme dans l'hôtel solitaire, cette existence avait fini par devenir d'un charme sombre et persuadeur. Raymond lui-même n'éprouvait plus aucune épouvante, s'étant graduellement habitué à ses impressions. Une robe de velours noir aperçue au détour d'une allée, une voix rieuse qui l'appelait dans le salon, un coup de sonnette le matin à son réveil comme autrefois, tout cela lui était devenu familier. On eût dit que la morte jouait à l'invisible comme une enfant. Elle se sentait aimée tellement, c'était bien naturel. Une année s'était écoulée. Le soir de l'anniversaire, le comte, assis auprès du feu dans la chambre de Véra, venait de lui lire un fabliau florentin, Callimaque. Il ferma le livre, puis en se servant du thé, « Douchka, dit-il, te souviens-tu de la vallée des roses, des bords de la Lanne, du château des 4 tours? Cette histoire te les a rappelés, n'est-ce pas ?» Il se leva, et dans la glace bleuâtre, il se vit plus pâle qu'à l'ordinaire. Il prit un bracelet de perles dans une coupe et regarda les perles attentivement. Véra ne les avait-elle pas ôtées de son bras tout à l'heure, avant de se dévêtir? Les perles étaient encore tièdes, et leur orient plus adouci, comme par la chaleur de sa chair. Et l'opale de ce collier sibérien, qui aimait aussi le beau sein de Véra jusqu'à pâlir maladivement dans son treillis d'or, lorsque la jeune femme l'oubliait pendant quelque temps. Autrefois, la comtesse aimait pour cela cette pierrerie fidèle. Ce soir, l'opale brillait, comme s'il venait d'être quitté, et comme si le magnétisme exquis de la belle morte la pénétrait encore. En reposant le collier et la pierre précieuse, le comte toucha par hasard le mouchoir de Baptiste, dont les gouttes de sang étaient humides et rouges, comme des œillets sur de la neige. Là, sur le piano, qui donc avait tourné la page finale de la mélodie d'autrefois? Quoi? La veilleuse sacrée s'était rallumée dans le reliquaire? Oui, sa flamme dorée éclairait mystiquement le visage aux yeux fermés de la Madone. Et ces fleurs orientales, nouvellement cueillies, qui s'épanouissaient là dans les vieux vases de Saxe, quelle main venait de les y placer? La chambre semblait joyeuse et douée de vie, d'une façon plus significative et plus intense que d'habitude. Mais rien ne pouvait surprendre le comte. Cela lui semblait tellement normal qu'il ne le fit même pas attention que l'heure sonnait à cette pendule arrêtée depuis une année. Ce soir-là, cependant, on eût dit que, du fond des ténèbres, la comtesse Véra s'efforçait adorablement de revenir dans cette chambre tout embaumée d'elle. Elle y avait laissé tant de sa personne. Tout ce qui avait constitué son existence l'y attirait. Son charme y flottait. Les longues violences faites par la volonté passionnée de son époux y devaient avoir desserré des vagues liens de l'invisible autour d'elle. Elle y était nécessité. Tout ce qu'elle aimait, c'était là. Elle devait avoir envie de venir se sourire encore en cette glace mystérieuse où elle avait tant de fois admiré son lilial visage. La douce morte, là-bas, avait tressailli, certes,
dans ses violettes, sous les lampes éteintes. La divine morte avait frémi dans le caveau, toute seule, en regardant la clé d'argent jetée sur les dalles. Elle voulait s'en venir vers lui aussi, et sa volonté se perdait dans l'idée de l'encens et de l'isolement. La mort n'est une circonstance définitive que pour ceux qui espèrent des cieux. Mais la mort et les cieux et la vie pour elle, n'était-ce pas leur embrassement? Et le baiser solitaire de son époux attirait ses lèvres dans l'ombre. Et le son passé des mélodies, les paroles enivrées de jadis, les étoffes qui couvraient son corps et en gardaient le parfum, ces pierreries magiques qui la voulaient dans leur obscure sympathie, et surtout l'immense et absolue impression de sa présence, opinion partagée à la fin par les choses elles-mêmes, tout l'appelait là, l'attirait depuis si longtemps et si insensiblement que, guéri enfin de la dormante mort, il ne manquait plus qu'elle seule. Ah, les idées sont des êtres vivants. Le comte avait creusé dans l'air la forme de son amour, et il fallait bien que ce vide fût comblé par le seul être qui lui était homogène, autrement l'univers aurait croulé. L'impression passa en ce moment définitive, simple, absolue, qu'il devait être là, dans la chambre. Il en était aussi tranquillement certain que de sa propre existence, et toutes les choses autour de lui étaient saturées de cette conviction. On l'y voyait, et comme il ne manquait plus que Véra elle-même, tangible extérieure, il fallut bien qu'elle s'y trouvât, et que le grand songe de la vie et de la mort entr'ouvrit un moment ses portes infinies. Un chemin de résurrection était envoyé par la foi jusqu'à elle. Un frais éclat de rire musical éclaira de sa joie le lit nuptial. Le comte se retourna, et là devant ses yeux, faite de volonté et de souvenirs, accoudée, fluide, sur l'oreiller de dentelle, sa main soutenant ses lourds cheveux noirs, sa bouche délicieusement entr'ouverte en un sourire tout emparadisé de volupté, belle à en mourir, enfin. La comtesse Véra le regardait, un peu endormie encore. « Roger, dit-elle d'une voix lointaine. » Il vint auprès d'elle. Leurs lèvres s'unirent dans une joie divine, oublieuse, immortelle. Et ils s'aperçurent alors qu'il n'était réellement qu'un seul être. Les heures effleurèrent d'un vol étranger cette extase où se mêlaient, pour la première fois, la terre et le ciel. Tout à coup, le comte d'Atholl tressaillit, comme frappé d'une réminiscence fatale. « Ah, maintenant je me rappelle, dit-il. Qu'ai-je donc? Mais tu es morte! » À l'instant même, à cette parole, la mystique veilleuse de l'iconostase s'éteignit. Le pâle petit jour du matin, d'un matin banal, grisâtre et pluvieux, filtra dans la chambre par les interstices des rideaux. Les bougies blêmirent et s'éteignirent, laissant fumer âcrement leurs mèches rouges. Le feu disparut sous une couche de cendres tièdes. Les fleurs se fanèrent et se desséchèrent en quelques moments. Le balancier de la pendule reprit graduellement son immobilité. La certitude de tous les objets s'envola subitement. L'opale morte ne brillait plus,
Les taches de sang s'étaient fanées aussi sur la batiste auprès d'elle, et s'effaçant entre les bras désespérés qui voulaient en vain l'étreindre encore, l'ardente et blanche vision rentra dans l'air et s'y perdit. Un faible soupir d'adieu distinct, lointain, parvint jusqu'à l'âme de Roger. Le comte se dressa. Il venait de s'apercevoir qu'il était seul. Son rêve venait de se dissoudre d'un seul coup. Il avait brisé le magnétique fil de sa trame radieuse avec une seule parole. L'atmosphère était maintenant celle des défunts. Comme ces larmes de verre, agrégées illogiquement, et cependant si solides qu'un coup de maillet sur leur partie épaisse ne les briserait pas, mais qui tombent en une subite et impalpable poussière, si l'on en casse l'extrémité plus fine que la pointe d'une aiguille. Tout s'était évanoui. « Oh, murmura-t-il, c'est donc fini, perdu, toute seule. Quelle est la route maintenant pour parvenir jusqu'à toi? Indique-moi le chemin qui peut me conduire vers toi. » Soudain, comme une réponse, un objet brillant tomba du lit nuptial sur la noire fourrure avec un bruit métallique. Un rayon de l'affreux jour terrestre l'éclaira. L'abandonné se baissa, le saisit, et un sourire sublime illumina son visage en reconnaissant cet objet. C'était la clé du tombeau.
Minuit 57 et 40 secondes sur Radio Campus. Benoît Muche au micro pour terminer cet épisode d'Écho dans la nuit. Vous avez entendu ce soir les œuvres suivantes. Une citation de Joan Miró sur la poésie. Le poème La Voix de Charles Baudelaire, extrait de Pièces diverses, numéro 17. Un extrait de L'Espoir par André Malraux qui parlait de la guerre contre Franco en Espagne. Le poème Les Gyres, Gyres, en français de William Butler Yeats. Et pour terminer, c'était la nouvelle extraite de Contes cruels de Villiers de l'Isle-Adam. Ça s'écrit V-I-L-L-I-E-R-S, petit 2, et l'apostrophe I-S-L-E-Adam. Nouvelle intitulée Vera. C'est la deuxième nouvelle. Je vérifie. Ce bouquin, il a vécu. Deuxième nouvelle du recueil, pour être précis. J'espère que vous avez apprécié cet épisode un petit peu salade, mais la fatigue aidant et le retour de vacances, je n'ai pas eu le temps de préparer cette émission comme je l'aurais voulu. Je vous donne en tout cas rendez-vous à nouveau, sauf imprévu, chaque dimanche à partir du dimanche prochain, donc chaque semaine, à minuit jusqu'à 1h du lundi matin. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine très productive et très agréable, pleine de chouettes rencontres, et de passer une très bonne nuit, de faire de beaux rêves. À bientôt.